revenir au rôle à l'impact sur l'investisseur, un investisseur, par exemple, immobilier, il voit que les taux sur son emprunt immobilier, ils ont baissé ces derniers 12 mois. Là, on doit être à 3%. On était à plus de 4 à un moment sur le 20 ans, le Tout à 25 fait, ans. tout à fait. Comment tu l'expliques? On réconcilie la baisse des taux sur l'immobilier et une hausse du coût de l'emprunt pour la France? Alors là, c'est très simple parce qu'en fait, si tu veux, les cours de l'immobilier, c'est à la fois c'est un mélange de taux courts, donc de taux monétaires, donc la Banque centrale européenne, et de taux longs, donc de taux obligataires. Donc, il y avait effectivement jusqu'à l'année dernière un paradoxe qu'on appelle l'inversion de la courbe des taux. Ça veut dire que tu avais des taux d'intérêt monétaires, donc de la Banque centrale européenne, qui étaient supérieurs aux taux d'intérêt obligataires, donc des obligations d'État. Ce qui est illogique. Vraiment, quand tu prêtes sur long terme, Tu dois tu être dois payer rémunéré plus plus. cher. Voilà. Là, c'était l'inverse. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en 2023 et surtout 2024? Donc, la BCE, elle a baissé les taux d'intérêt. Maintenant, on est à 3,15 sur le taux au refi, Mm. alors que les taux longs, ils sont remontés à 3,30. Tu vois, donc le niveau de base, il a été abaissé. Voilà pourquoi les crédits immobiliers, qui étaient en grande partie indexés sur le taux de la BCE, ils ont baissé. Sauf que maintenant, comme les taux de la BCE vont quasiment plus baisser, mais que le taux obligataire augmente, là, on est à 3,30 sur le taux français, je pense qu'on sera à 3,50, peut-être même 4 si on est dégradé en 2025. Donc là, malheureusement, c'est-à-dire que les taux immobiliers vont également augmenter. Et n'oublie pas aussi qu'il y a un coût du risque. C'est-à-dire que pour les banques, j'ai longtemps travaillé dans une banque, donc je peux te le confirmer, il y a un coût du risque, c'est-à-dire que quand une banque, il y a des défauts, donc il n'y a pas défaillance d'entreprise, par exemple, des ménages qui ne peuvent pas rembourser, c'est-à-dire le coût du risque augmente. Donc elles doivent répercuter le coût du risque sur leur taux d'emprunt qu'elles vont pratiquer aux ménages, notamment sur l'immobilier. Donc là, jusqu'à présent, elles ont été sympathiques. Je pense qu'en 2025, malheureusement, les taux d'intérêt risquent de repartir à la hausse à cause de l'augmentation des taux d'intérêt obligataires. Et puis surtout, n'oublie pas, l'inflation repart à la hausse. On a eu les chiffres là hier sur l'inflation, donc normalement dans la zone euro, qui remonte à 2,4%. On est à 2,7% hors énergie et produits alimentaires. Donc la BCE, je rappelle qu'elle a un objectif d'inflation de 2%. Donc si l'inflation, elle remonte à 2,50, ce qui est le cas à peu près aujourd'hui, il ne faut plus baisser les taux. Tu comprends? Alors en plus, autre élément dangereux, c'est que l'euro a très fortement baissé. Peut-être on en parlera tout à l'heure. Et comme l'euro a baissé, quand l'euro baisse, ça fait augmenter le prix des produits importés. Bien sûr. Tu vois? C'est-à-dire que, donc, notamment les matières premières, donc ça augmente. Donc ça fait augmenter l'inflation globale également. Tu comprends? Donc l'inflation, malheureusement, en 2025, elle va rester élevée. Et là, quand même, sur l'inflation, on a une grosse arnaque, si tu veux. C'est que, on n'a pas arrêté de nous dire, oui, ça y est, les prix vont baisser. Non, l'inflation a baissé, mais l'inflation, c'est la variation annuelle des prix. Par contre, les prix n'ont pas baissé. Les prix ont continué d'augmenter, Mais moins notamment vite. dans l'alimentation. Et ça, évidemment, c'est dramatique pour les ménages, notamment les plus modestes. Donc là, encore une fois, la BCE, elle est prise à son propre piège. Puisque si elle baisse l'intérêt, ça va encore alimenter l'inflation. Et si elle ne fait rien, ça va encore plus casser l'activité économique. Donc elle est bloquée. Donc ce qui veut dire que les taux d'intérêt ne vont pas beaucoup baisser. Mais par contre, l'euro va continuer de baisser. Et donc les taux d'intérêt sur nos emprunts immobiliers, malheureusement, vont rester élevés. C'est quoi les solutions? Alors, la solution pourquoi? Pour la France? Pour la France. On va commencer dans l'ordre. Alors oui, elle est très simple. La solution pour la France, il faut faire ce que j'appelle une thérapie de choc bienveillante. C'est-à-dire que, tu vois, ce matin, avant que je vienne, il y a eu l'indicateur de confiance des ménages en France qui a baissé. Les ménages sont très inquiets, notamment sur le chômage. Pareil sur les industriels, sur les chefs d'entreprise au sens large. Il y a une défiance incroyable sur l'avenir. On a rarement eu ça. C'est vrai qu'on a une crise politique, une crise économique, une crise sociale. On a rarement eu ça en France, une telle défiance, à part pendant le coronavirus ou des événements un peu comme ça. Pendant la crise 2008, c'était à quel niveau? À peu près la même chose. C'était à peu près la même chose. Un peu plus bas au niveau notamment des entreprises, mais c'était à peu près la même chose. Mais en tout cas, en termes de chômage, on est au même niveau. Tu vois, de perspective de chômage. Ça, c'est dangereux parce que pour l'instant, tous les gens ont dit le chômage, tout va bien en France. Mais non, le chômage est en train d'augmenter. On est à 7,7% de taux de chômage au mois de novembre en France. On va monter peut-être à 9% en 2025. Donc, c'est quand même costaud. Donc, les Français sont inquiets et ils ont raison. Donc, il faut les rassurer. Et ils sont inquiets également pour leur pouvoir d'achat. Donc, comment on fait pour donner du pouvoir d'achat aux ménages? Il n'y a pas 36 solutions. Il faut baisser les impôts. Moi, je suis pour une baisse d'impôts pour tous les monde. Combien? Je fais une simulation, 50 milliards. 25 milliards pour les ménages, notamment sur la CSG. Je te rappelle que la CSG a été créée en 91. Tu étais très jeune, j'imagine, à l'époque. J'avais 1 an. Je m'en souviens très bien. Tu vois, tu te souviens, déjà, tu regardais à Je la l'époque payais déjà. les news, tu la payais déjà, tu vois. Et moi, je commençais ma carrière à l'époque, j'étais encore à la fac, mais je commençais un peu comme ça. Donc en 91, c'est Michel Rocard qui a créé donc, cette contribution sociale généralisée pour financer la sécurité sociale. À l'époque, c'était 1%, maintenant on est à 9,2%. Sur le taux
sur l'épargne, la CSG plus la cotisation exceptionnelle, on est à plus de 17%. Tu te rends compte l'arnaque? On nous avait dit non, ça sera 1%, pas plus. Là, on est à 9,2 pour l'ensemble des revenus, 17% pour l'épargne. C'est une arnaque énorme. Après, on nous a fait le même coup quelques années plus tard, c'était avec Juppé, sur la CRDS. Là, pareil, non, c'est un impôt temporaire, ça va durer 10 à 13 ans. Voilà, là, on est en 2025, il est toujours là, il va encore continuer, tu vois. Donc, quand on vous dit on va créer un impôt temporaire qui va pas être très élevé, tu sais que c'est une arnaque. Comme la Ça va. CEHR d'ailleurs, contribution sur les hauts revenus, qui est devenue un impôt Exactement. standard. Donc ça, les promesses n'engagent que ceux qui y croient, comme tu sais. Donc ça, c'est les impôts en France, c'est une arnaque. C'est-à-dire que il n'y a aucun gouvernement, malheureusement, qui a le courage de vraiment les baisser. Des fois, on les baisse d'un côté, mais on les augmente de l'autre, etc. Donc, je dis aujourd'hui, il faut baisser les impôts pour tous. Et j'ai envie de dire, c'est facile. Ce sont les numéros 1 du monde. Donc, tu peux baisser. Moi, j'ai fait une simulation, on peut la trouver sur ma chaîne notamment, mais 50 milliards, 25 milliards sur la CSG. Donc là, tu veux les ménages, tous les ménages, parce que tout le monde paye la CSG, même les chômeurs, tout le monde la paye. Donc même les retraités, tout le monde, même les étudiants, s'ils ont une bourse, etc. Bon, bref. Donc, tu payes effectivement cette CSG. Donc là, on te fait un petit cadeau, on te donne un petit peu de grain à moudre, entre guillemets, un petit peu d'espoir, parce qu'il en faut de l'espoir. Tu vois, et là, les Français se disent, tiens, le gouvernement, il fait quelque chose pour moi. On la baisse de combien, la CSG? 25 milliards, on va dire à peu près 1 point, ce qui fait 25 milliards à peu près. Bon, c'est pas... On fait ce qu'on peut. On commence avec ce qu'on peut, si tu veux. Donc, 25 milliards, c'est déjà pas mal. Et autre élément, 25 milliards sur les entreprises. Par exemple, l'impôt qu'on devait supprimer sur la production, qui est toujours là, il a été abaissé, mais toujours là, on le supprime. 25 milliards. En France, le sujet de l'argent est encore beaucoup trop tabou. Personne ne nous apprend concrètement à prendre en main nos finances. Et c'est pour ça que j'ai créé Finari. Finari, c'est mon application qui vous permet de gérer l'ensemble de votre argent en toute simplicité. Compte bancaire, livret, compte d'investissement, crypto, vous pouvez tout visualiser au même endroit de façon automatique et sécurisée. Finari vous permet aussi de découvrir les frais cachés de vos produits d'investissement, d'évaluer votre diversification et de projeter vos performances futures. Vous pouvez également gérer votre budget, investir en crypto-monnaie et en assurance vie. Scannez le QR code ou cliquez sur le lien dans la description pour démarrer un essai gratuit. Donc, tu as un cadeau là de 50 milliards d'euros, cadeau entre guillemets, un juste retour des choses, j'ai envie de dire, sur l'imposition. Donc baisse des recettes pour l'État. Par contre, si tu as une baisse des recettes, tu vas monter ton déficit. Donc, alors il y a un effet positif, mais je ne veux pas le prendre en compte, que si tu baisses les impôts, ça augmente la croissance. Oui. Donc après, c'est l'inverse de ce que je évoquais tout à l'heure. Tu augmentes l'assiette fiscale, donc tu as plus de recettes fiscales, mais je ne vais pas tabler sur ça, parce que ça serait, pour le coup, trop optimiste. Par contre, ce que tu vas faire, c'est que tu vas pouvoir supprimer des niches fiscales. Là, pour le coup, parce qu'on n'a plus besoin, parce que tu as baissé les impôts. Là, ça va ramener également à peu près 20 milliards. Et autre élément, il faudra baisser, c'est important, et c'est là où le bas blesse, si tu veux, c'est qu'il faut baisser les dépenses publiques. Et là, si tu veux, personne n'a jamais eu le courage de le faire. Tu as dit le mot interdit, là. C'est le mot interdit. C'est le mot interdit. Et je vais même te dire, parce que là, dans le budget 2025, tu vois, le dernier, qui d'ailleurs qui n'est pas passé, mais le nouveau, c'est le même. Alors, on vous dit, ah oui, on fait des économies. Mais moi, j'ai regardé le détail des chiffres. En fait, les dépenses publiques augmentent de 2,5%. Donc, c'est une moindre augmentation, mais ça augmente quand même. Tu vois l'arnaque. Incroyable. Et ça fait des années que ça dure. Donc, t'inquiète pas, depuis que tu regardes les chiffres de l'INSEE, depuis qu'on a des statistiques en France, depuis l'après-guerre, quoi, les dépenses publiques n'ont jamais baissé. On ne sait pas faire. Mais ça, il faut que ça s'arrête. Il faut baisser les dépenses publiques et notamment les dépenses de fonctionnement. Ça, c'est la clé, si tu veux, parce que je te donne un chiffre très simple. On dit toujours, oui, tu sais, les dépenses publiques en France, c'est du social, donc tu peux rien faire, etc. Bon, déjà, à mon avis, on peut lutter contre les fraudes, etc. On peut améliorer le système, et sans parler de ça, effectivement, 33% des dépenses publiques, ce sont des dépenses de prestations sociales. Ouais. Premier poste. Mais c'est quoi le deuxième poste? Ça va te surprendre. 32% des dépenses publiques, chiffre de l'INSEE, vous pouvez aller sur leur site, c'est disponible. On va mettre le lien. 32% des dépenses donc publiques sont des dépenses de fonctionnement. Tu te rends compte l'arnaque? Et alors, ce qui est fou, c'est que... Là-dedans, tu mets quoi, fonctionnement? Alors, fonctionnement, évidemment, c'est bien sûr les salaires, c'est sûr, mais c'est également l'ensemble des frais de fonctionnement. C'est le cas de le dire. Et là, évidemment, il y a tout dedans. Les frais de bouche, etc., les voitures, tout ce qui s'ensuit, bien entendu. Alors, tu dis, oui, bon, ça va, c'est pas une voiture ici ou un chauffeur. D'accord, sauf que multiplié par X, évidemment, ça fait beaucoup et ça monte très, très vite. C'est aussi vertical parce qu'en fait, il y a le niveau national, mais après départemental, régional. C'est exactement ça. Mais surtout, je vais te donner un truc incroyable. Quasiment personne n'en a parlé. C'est que quand une entreprise va mal, même un ménage, quand toi, tu as quelqu'un faire des difficultés dans sa vie, ça peut arriver. Moi, je viens des sites HLM d'Orly. Donc, je voyais mes parents, ils avaient parfois des mois difficiles. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Tu réduis tes dépenses de fonctionnement. Tu fais attention. Tu dépenses un peu moins. Qu'est-ce qui s'est passé pour l'État français ces dernières années?
sur les 3 dernières années, on n'a pas encore les chiffres de 2024, mais avant 2024, les dépenses de fonctionnement, tiens-toi bien, ont augmenté de quasiment 16%. Alors que sur la même période, les dépenses publiques totales ont augmenté de 12%. Ça veut dire que tu vas mal, fais attention, non, tu augmentes encore plus tes dépenses de fonctionnement que tes dépenses globales, que tes dépenses sociales. C'est pas sérieux, tu comprends? Donc, ça veut dire que là... C'est pas un tour de passe-passe aussi pour jouer sur le chômage, embosser plus de Non, gens? alors ça, j'ai souvent cette question, effectivement, sur le chômage. Mais le chômage, déjà, on a une chance historique. C'est qu'on a ce qu'on appelle le papy-boom. Alors, ça coûte cher pour la retraite, mais comme tu le sais, il y a beaucoup donc, de départs à la retraite des enfants du baby-boom qui, aujourd'hui, donc, partent à la retraite. Normalement, ça date de Sarkozy. Il avait dit, non, on ne va pas les remplacer. Finalement, non seulement ils ont été remplacés, mais on a augmenté le nombre d'agents de la fonction publique. T'imagines l'arnaque? Encore une fois, ça fait déjà, je vois que je rends compte, j'ai employé plusieurs fois le mot arnaque, je vais peut-être m'arrêter là, mais bon. Mais c'est vrai que tout ça pour dire que, donc ça, si tu les remplaces pas, il n'y a pas de chômage. Comment ils sont à la retraite? Ils sont pas au chômage. Hein. Et autre élément important, si je baisse mes impôts, comme je l'évoquais tout à l'heure, ça va faire plus de croissance, donc plus d'emplois. Donc là aussi, tu auras des créations d'emplois, donc tu n'auras pas forcément plus de chômage. Loin s'en faut, tu vois. Donc c'est ça. Et donc dans mes propositions, moi je mesure justement et je dis il faut baisser ces dépenses de fonctionnement de 50 milliards d'euros. Tu vois? Et donc, alors je vais encore plus loin, je dis il faut lutter également contre les fraudes sociales et fiscales. Ça me ramène à peu près 50 milliards d'euros. Vous voyez, j'ai pris la fourchette basse. Donc ça veut dire que même en baissant mes impôts, je réduis mon déficit public de 80 milliards d'euros. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. C'est du bon sens. Donc tu vois, c'est ça, c'est là où je suis optimiste. La solution, elle existe. Encore faut-il avoir le courage Politique. de la mettre en place. Alors c'est vrai que comme tu n'as pas de majorité à l'Assemblée, c'est compliqué.